Bonjour mes amis. Donc, étant en déplacement, comme c'est souvent le cas, je n'ai pas accès à mon véhicule, à mon studio d'enregistrement mobile. Donc, j'enregistre cette vidéo depuis l'atmosphère impersonnelle d'une chambre d'hôtel. J'ai placé les lampes de manière un peu stratégique dans l'espoir d'obtenir une bonne qualité d'image. En tout cas, j'espère que la qualité du son vous conviendra ce coup-ci. Alors, il faut savoir une chose. Déjà, avant de parler d'immigration en Angleterre, il faut vous dire un truc. La politique anglaise, si je dois la qualifier en un seul mot, je dirais qu'elle est perfide. Je ne vous apprends rien. En fait, en Angleterre, on va t'entuber avec le sourire, d'accord? Sourire, comme disait Al Capone, bon, il n'était pas anglais, mais il aurait pu l'être. Il disait, on va loin avec un sourire, on va encore plus loin avec un flingue et un sourire. Donc, la politique anglaise, c'est sourire et flingue en poignée. Par exemple, on va te dire la diversité, c'est un des fondamentaux de notre pays, c'est une valeur que nous défendons, c'est une valeur que nous embrassons. Mais en même temps, on va remplir des avions pleins d'illégaux ou d'autres migrants dans la situation administrative n'a pas évolué favorablement, et on va les renvoyer chez eux. Parfois même sans droit d'appel. Ou bien on leur dit, écoutez, vous partez d'abord, c'est une vraie politique qu'ils ont créée, c'est expulser d'abord, faire un appel après. Ça signifie, on t'expulse, tu rentres chez toi, et après, depuis là, on va te donner des formulaires et tout que tu pourras remplir pour faire un appel. Alors, il faut savoir que en Angleterre, depuis 2010, ils ont créé une politique. D'ailleurs, un des instigateurs, ou l'instigatrice principale, c'est Theresa May, notre précédent ministre, Premier ministre en fait. Elle a été assez... oui, sa prestation n'était pas très fameuse. Enfin, euh, toujours est-il que la situation est la suivante. Elle s'est dite, il va falloir corriger des années d'errement. Il y a eu des errements, il y a eu une naïveté. Il y a eu une naïveté aussi. Il y a eu des abus, énormément d'abus. Ça signifie que, je vous donne un exemple, il permettait aux étudiants de venir avec un visa qu'on appelle T4. Ce visa permettait d'étudier. Et puis après, ils ont créé même un système qui permettait à ces étudiants de pouvoir travailler en Angleterre. Par la suite de leurs études, travailler pendant un certain temps, pouvoir trouver un travail peut-être plus longue durée après et tout ça. Euh, que s'est-il passé? Il y a des gens qui ont créé des écoles en masse qui étaient en fait des boîtes aux lettres en réalité. C'était des, des, des pompes à immigration tout simplement. C'était des boîtes aux lettres qui étaient déclarées en tant qu'école et en fait elles vendaient des certificats, des gens payaient en sachant qu'ils n'allaient jamais assister à aucun cours et en fait ils obtenaient un visa avec ça, ils venaient travailler en Angleterre. Donc, c'est vrai que c'est juste un exemple que je vous donne, mais il y a eu une certaine naïveté, il y a eu une certaine méconnaissance de l'état du monde et ce que les gens sont prêts à faire souvent pour quitter leur pays. Donc, en 2010, ils se disent, il nous faut un programme de rémigration. Alors, je viens de dire un gros mot là. Jamais, au grand jamais, ils vont utiliser le mot rémigration. Mais c'est le but. C'est la rémigration. Ils se sont dit quoi? Ils se sont dit, on a là dehors des milliers et des milliers, on ne peut pas estimer le nombre, des milliers, des millions, des dizaines de milliers, peu importe. Il y a là des gens dehors qui vivent en toute illégalité en Angleterre. Des gens qui sont entrés illégalement, des gens qui ont demandé l'asile ou autre et qui ont été refusés mais qui n'ont jamais été expulsés, des gens qui étaient sous un statut, par exemple qui avaient un visa touristique ou un visa d'étudiant et autres, mais à la fin de celui-ci ont décidé de rester tout simplement. Et ils se sont dit, on ne pourra jamais les trouver un par un, ce n'est pas possible. Par contre, on va les remigrer. Comment? En créant ce qu'on appelle une politique. Et ça, c'était le nom officiel, même s'ils cherchent à le faire évoluer un peu. C'était, ils ont appelé ça environnement hostile. Ça signifie, ils créent un environnement hostile qui fera en sorte que la personne qui vit dans l'illégalité, elle va trouver, on va dire, excusez-moi, le sujet est très sérieux. Je n'ai pas à rire comme ça. C'est pas, d'accord. Je dois vous dire un truc. Je suis pas, vous savez, moi, je suis à modérer sur ces questions-là. Je suis pas
100% d'accord avec l'approche du home office, hein, ou des autorités anglaises sur ces questions-là. Certaines lois qu'ils ont, je trouve qu'elles vont trop loin, d'autres peut-être pas assez loin, d'autres qui partent peut-être d'un bon sentiment, mais dans l'application, voilà, elles peuvent laisser à désirer. Donc, écoutez, je suis quelqu'un de partagé sur ces questions-là, n'est-ce pas? Euh, c'est juste un rire nerveux, hein. Tu sais, tu fais une vidéo, tu parles à des milliers de gens comme ça, donc ça arrive. Donc, je disais que la personne qui était en situation illégale, elle va se retrouver dans un environnement hostile, et cette hostilité a été conçue à dessein, de sorte que cette personne-là, euh, elle va finalement partir chez elle. D'accord? Ce qu'on appelle une rémigration, mais sans utiliser le mot rémigration. Alors, je vous donne quelques exemples, parce que là, je pense que vous attendez des exemples pratiques. Alors, à divers niveaux de la vie de quelqu'un, hein, quelqu'un a besoin d'aller voir le médecin, il a besoin d'avoir un compte en banque, il a besoin de conduire une voiture, il a besoin d'étudier, il a besoin de travailler, habiter. Ils ont créé des contrôles. Ils ont créé des contrôles d'immigration obligatoires. Exemple, euh, tu possèdes, euh, tu possèdes un studio ou un appart et tu as envie de le louer. Que tu sois un loueur ou un propriétaire privé ou institutionnel, ça n'a aucune importance. Eh bien, le Home Office font tomber sur ton dos l'obligation de vérifier et t'assurer que les personnes auxquelles tu loues sont dans la légalité dans le pays. Alors, les propriétaires ont tenté de protester, euh, pas parce qu'ils sont pro-migrants ou anti-migrants, ça ne se passe pas toujours sur ce niveau-là, parce que pour eux, vérifier les documents de quelqu'un, c'est quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas, c'est quelque chose dont ils ne veulent pas prendre la responsabilité, d'autant plus qu'elle était associée d'une responsabilité pécuniaire. Si tu héberges quelqu'un sans contrôler ses documents, tu peux t'exposer à une amende jusqu'à 3 000 livres. Donc il y avait un risque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne foi à assumer là-dedans. Le gars te montre un faux papier, tu ne le reconnais pas, tu lui loues un studio. Si demain il se fait arrêter par les flics parce qu'ils savent qu'il est illégal, ils vont venir frapper chez toi, c'est 3 000 euros. Tu vois, donc c'est une responsabilité. Louer en connaissance de cause à des illégaux, c'est 5 ans de prison. D'accord? C'est un crime très grave, sérieux. Alors, donc, la personne qui vit dans l'illégalité, soudainement, a des problèmes à louer. Et même, la responsabilité ne s'étend pas seulement, ne commence pas et ne finit pas au moment où la location est faite. Elle implique sur la durée. Par exemple, si quelqu'un arrive avec un visa d'étudiant de 2 ans pour louer quelque part, eh ben, au bout de 2 ans, le proprio a intérêt à mettre une alarme quelque part sur son Outlook ou autre pour aller lui demander de voir sa nouvelle carte de séjour. Et s'il ne l'a pas, il a l'obligation et le droit de l'évincer immédiatement. D'accord? Juste pour vous situer. Pareil pour les banques. Les banques, tu vas aujourd'hui en Angleterre avec un visa à durée limitée, genre un visa d'étudiant de 2 ans, toujours pour rester dans cet exemple, tu vas à la banque, ah ben, la banque, elle va noter la durée du visa et vers l'expiration, vers la fin de celui-ci, elle a l'obligation de demander à son client de montrer une nouvelle carte de séjour. Si le client ne la montre pas, le compte est fermé. Et elle collabore très facilement avec le Home Office quand il demande des informations. Donc on a dit, ça devient difficile de louer, impossible de louer en fait. Ça devient difficile de garder un compte en banque. Ça devient impossible de se faire soigner aussi. Parce que il y a des hôpitaux, ils ont laissé mourir des gens sans papier. Alors, je dois dire, à leur décharge, qu'en Angleterre, même quand tu as des papiers et tu payes des impôts, les hôpitaux peuvent te laisser mourir. Donc, ils n'ont pas besoin réellement de se forcer ou forcer le trait pour laisser mourir quelqu'un qui est dans une situation peu optimale au niveau papier. Donc, comment ça marche? En Angleterre, les enfants sont soignés gratuitement. Alors, on ne parle pas de traitement au long cours, hein. Si un enfant a besoin d'une prise en charge lourde et au long cours et tout, elle sera probablement refusée. Par contre, si un enfant se présente avec un bras cassé ou la fièvre, ou peu importe, aux urgences d'un hôpital, il est soigné.
D'accord? On ne demande pas, il n'y a pas de CMU, hein, il n'y a pas d'équivalent de CMU comme en France ou AME ou dispositif comme ça. Non, quelqu'un qui est illégal en Angleterre, qui ne participe pas à cette caisse qui permet d'alimenter donc l'hôpital, n'a pas droit à accéder à l'hôpital. Aussi simple que cela. Par contre, il y a 3 exceptions. Premièrement, les enfants, ce que je trouve très raisonnable personnellement. Deuxièmement, les femmes enceintes, parce que ça implique aussi des enfants. Donc si une femme enceinte est visiteuse, genre touriste ou autre, et elle arrive avec une urgence de ce type, elle est vue et tout ça, et voilà. Troisièmement, et ça je trouve raisonnable aussi, ce sont les gens qui présentent des maladies infectieuses contagieuses. Ça signifie des maladies qui risquent d'être dangereuses pour le public en général. Donc on ne va pas laisser quelqu'un traîner avec une maladie pareille, on va le soigner. Le reste, ça devient absolument... l'hôpital est inaccessible. De toute manière, comme je vous ai dit, même quand on vit en Angleterre et qu'on paye des impôts et tout, l'hôpital est difficilement accessible et il faut des mois pour obtenir un rendez-vous sérieux avec un spécialiste ou autre. Donc, quand tu es sans papier, je veux dire, ça s'arrête très très rapidement, la prise en charge. Quand on s'inscrit chez un médecin, parce qu'ici, en Angleterre, je ne suis pas en Angleterre, mais bon, quand on s'inscrit chez un médecin, il faut s'inscrire chez un médecin référent. Aujourd'hui, le médecin est obligé de regarder le statut d'immigration. Ça signifie que il est obligé d'inscrire la personne selon la durée de sa carte de séjour. À la fin de sa carte de séjour, la personne doit se présenter avec une nouvelle carte. Sinon, au revoir. Sinon, elle sera éliminée de là-dedans et pourra donc même pas accéder au médecin référent, qui est en fait la porte vers tout le reste. Ça, c'est un point important. Deuxièmement, permis de conduire. Les autorités, aujourd'hui, ont la possibilité, et là, ça date d'il y a très longtemps, et ils le font sans problème, d'annuler le permis de conduire d'une personne qui se trouve illégalement en UK. Alors si quelqu'un est en Angleterre, au Royaume-Uni, et qu'il est sans papier, même si une époque il était avec papier et ça lui a permis d'obtenir un permis de conduire, d'ailleurs pour obtenir un permis de conduire, il faut être résident. On ne peut pas obtenir un permis de conduire si on n'a pas un titre de séjour quelconque. On ne peut pas obtenir un permis de conduire en Angleterre avec un visa touristique. Par contre, si quelqu'un était au bénéfice d'un titre de séjour à durée limitée quelconque et qu'il a obtenu un permis de conduire, le permis de conduire peut potentiellement sauter une fois que sa carte de séjour expire. Donc, voilà. Les écoles. Pareil, les écoles, que ce soit les écoles pour enfants, les universités, tout ça. Les universités, les étudiants étrangers payent jusqu'à 4 fois plus cher. Les frais de visa augmentent de plus en plus. Et encore, je vous dis un truc, je vous parle d'un exemple d'un gars que je connais qui a une école depuis une trentaine d'années, une école de cours d'anglais. Une école de cours d'anglais, il travaille avec qui? Je vous le donne en mille, il travaille avec des étrangers. Donc, lui, il sponsorisait le visa d'étranger qui venait passer quelques mois, jusqu'à 1 an, chez lui, pour étudier l'anglais, apprendre l'anglais. Ça se passait très bien en général, mais ils ont durci la loi. Ça signifie quoi? Parce qu'il y a eu de fausses écoles, comme je vous disais en début de vidéo. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ils ont demandé aux écoles d'obtenir une licence de sponsor. Donc, pour sponsoriser un visa, il faut une licence de sponsor. Cette licence, elle est extrêmement difficile à obtenir. Il y a beaucoup de conditions. Et elle est extrêmement difficile à maintenir, à garder. Donc c'est fini, on ne peut plus, et ça depuis très longtemps. Ouvrir une boîte aux lettres quelque part, créer une entreprise, l'appeler école et sponsoriser des gens. C'est plus possible. Mais je vous donne un exemple. Il y a un quota. Alors il y a un quota d'erreurs. Ça signifie que tu es une école, tu sponsorises des étrangers. Si des visas sont refusés parce que l'étranger, in fine, n'a pas présenté un dossier complet ou un dossier correct ou autre, tu es en risque de perdre ta licence. Et en fait, le taux de rejet est extrêmement faible auquel tu as droit. Donc ton quota d'erreur est très faible. Et en fait, c'est terrible parce que l'étudiant étranger n'a même pas mis les pieds en Angleterre. L'étudiant étranger est chez lui. Il s'est inscrit à ton école, tu lui as envoyé un certificat, il t'a payé et il a été faire une demande. Sauf que dans sa demande, il a envoyé des faux papiers, il n'a pas rempli correctement, il n'a pas apporté des éléments qu'il devait apporter. Toi, en tant que sponsor, on te tape dessus. Ça signifie que aujourd'hui, les sponsors sont obligés de regarder le client 10 fois
lui demander même de voir le dossier qu'il va donner à l'ambassade pour s'assurer que ce dossier est parfait. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent perdre leur licence s'il y a trop de visas rejetés. Le gars en question, déjà, il faisait gaffe à cela. Une étudiante saoudienne arrive avec ce visa-là, et puis elle s'absente. Et en fait, il faut savoir qu'ils sont obligés, ces écoles-là, pour garder leur titre de sponsor, elles sont obligées, pour chaque étudiant qui a été sponsorisé, de noter toutes les absences. De noter toutes les absences dans un système qui est accessible directement au Home Office. Le gars a eu un audit. Ça signifie ils ont débarqué par hasard. Ils ont dit, bon voilà, on va regarder l'ordinateur là. Cette personne, elle est où? Ils ont fait l'appel littéralement. Ils l'ont pas trouvé. Il a dit oui, elle s'est absentée 2-3 fois, elle a des problèmes familiaux, je sais plus quoi, elle lui disait qu'elle devait trouver un logement, qu'elle a eu des difficultés avec son logeur et qu'elle a dû déménager dernière minute et tout ça. Il a perdu sa licence, le mec. Hein, juste pour un truc comme ça. Juste une étudiante qui n'était pas carrée, qui passait plus du temps à faire du shopping qu'à venir à l'école apprendre l'anglais. Et on lui a tapé sur les doigts, il a perdu sa licence, littéralement. Donc, ça fait que beaucoup d'écoles font très gaffe. Alors, beaucoup ont perdu leur licence. Parfois, ils ne l'ont pas mérité. Hein, comme ce gars, je trouve qu'ils ont été un peu excessifs avec lui, mais bon, il l'a perdu. Et c'est son gagne-pain, parce qu'après, il ne va pas aller à Londres chercher des étudiants pour apprendre l'anglais, quoi. D'accord? Pour leur apprendre l'anglais. C'est très difficile. Et donc, des situations comme ça qui sont créées, qui rendent la vie de quelqu'un qui veut vivre au noir en Angleterre, qui rendent sa vie extrêmement difficile. D'autres exemples, vous savez, en France, par exemple, il y a des gens qui, contre espèces sonnantes et trébuchantes, reconnaissent des enfants qui ne sont pas eux. Pourquoi? Le gars, il est français, que ce soit français d'origine ou naturalisé ou autre, c'est pas important administrativement parlant. Il est dans cette situation-là. Donc il a la possibilité de reconnaître autant d'enfants qu'il veut. Il reconnaît des enfants. Alors ces enfants naissent en France d'un père français, ils deviennent comment? Ils deviennent français. Leur maman, par ce biais-là, elle est régularisée. Et donc, il y a une véritable industrie en France. On a déjà arrêté des gens. Je crois qu'on a arrêté quelqu'un qui avait dépassé les 150 reconnaissances de paternité. Alors, vous imaginez s'il touchait 2 000 € par reconnaissance, 300 000 € comme ça sur canapé facilement pour lui. En Angleterre, ça ne marche pas. Alors, en Angleterre, pour qu'un homme puisse reconnaître un enfant, pour l'immigration, je ne parle pas pour les autres administrations, je parle pour l'immigration, il faut que lui et la maman soient mariés. D'accord? Il lui demande combien de mariages il a eu dans les 5 dernières années. Hein, il vérifie même ça. Alors, s'ils sont mariés, d'accord, l'enfant va, par exemple, bénéficier du fait que son père est britannique. S'ils ne sont pas mariés, il se passe quoi? S'ils ne sont pas mariés, le Home Office, pour les besoins de l'immigration, reconnaît le statut, ou prend en compte seulement le statut de la mère. Ça signifie que si la mère est sans papier, l'enfant à sa naissance, il est aussi sans papier. D'accord? C'est quelque chose qui est très très difficile, parce que je connais un gars en particulier, il y a une nana avec laquelle il sortait qui n'était pas très réglo ici. Elle est tombée enceinte, il a dû se marier avec elle, mais il a dû organiser le mariage comme ça, parce qu'il savait que si elle a accouché alors qu'elle n'est pas, ils sont pas mariés, c'est clair que l'enfant n'a aucun droit en Angleterre, en fait. D'accord? Donc vous voyez le genre de mécanismes qui sont développés en Angleterre. Donc malgré la discussion qui semble nous semble très ouverte, nous semble très machin, dans la réalité, il y a un système qui est assez impitoyable. Hein. Il y a des gens qui étaient en Angleterre pendant 10 ans et plus, qui se sont retrouvés dans un avion pour la maison, hein, pour rentrer chez eux. C'était sans... Parce que, je veux dire, aujourd'hui, je pense que toute personne
qui vit en Angleterre et qui est étrangère et qui est au bénéfice d'un titre de séjour quelconque doit afficher dans la salle de bain, je conseille, doit écrire sur la porte des toilettes les lois de l'immigration et les conditions en particulier de son titre de séjour. Et sa préoccupation constante doit être de veiller à respecter ces lois. Parce que le moindre écart aujourd'hui, le moindre écart, c'est game over. Okay. Donc voilà, je voulais juste vous parler de cela. Donc, ils ont créé un système de rémigration, faisant en sorte que beaucoup de gens vont trouver loisible d'aller chez eux, de rentrer chez eux au lieu de rester en Angleterre, parce que la vie devient impossible. Les employeurs aussi, hein. Vous savez, en France, je suis toujours un peu choqué quand je vois des gens venir, je suis sans papier, je travaille telle entreprise, je veux être régularisé. Tu ne fais pas ça en Angleterre. Tu sais que l'employeur qui fait travailler des gens illégalement, je crois que c'est 12 000 livres par employé illégal. Et je ne parle pas de la récidive, hein. Il y a des entreprises qui ont fermé. Parce que, à la base, vous savez, moi j'ai travaillé illégalement à une époque, hein, donc je sais de quoi je parle. J'ai travaillé illégalement, tout ça au noir et tout, je veux dire, comme tout le monde. Le gars qui t'emploie illégalement, c'est pas parce qu'il est gentil qu'il aime les migrants, il aime les étrangers. C'est un esclavagiste. Le gars qui t'emploie quand tu es dans l'illégalité, il va te sous-payer, il va peut-être pas te payer, il va te faire un travail dangereux, un travail que personne dans sa tête, personne qui a des papiers, qui est capable d'avoir au moins un choix d'employeur, ne fera. Mais il va te le faire, parce qu'il sait que tu n'as pas le choix, tu vois. Et à la fin, il ne te payera pas, il te dira, voilà, va chez les Grecs, tu vois. C'est ça. Je veux dire, moi, pour avoir travaillé sans papier, j'ai appris à détester ces employeurs-là. Et je suis très content quand ils tombent, hein. Ça me fait toujours sourire quand je vois ces vannes d'immigration qui circulent et qui vont tomber sur des entreprises. Je suis toujours très content, hein, parce que je sais qu'il y a quelqu'un auquel on va fermer. Et il le mérite amplement, hein, d'accord. Parce que le gars, il recrute pas des gens au noir juste parce que c'est sympa. Il les recrute parce que ça lui coûte moins cher, parce qu'il les paye quand il veut, parce qu'il peut en abuser comme il veut, etc. Et donc, sachant que le gars le fait parce que ça lui coûte moins cher, mais il le frappe au porte-monnaie. 12 000 euros, 12 000 livres, 13 14 000 euros par personne qui l'emploie illégalement. Donc c'est vrai que ça permet de réfléchir deux fois, quoi. S'ils en trouvent trois ou quatre, voilà, hein, si c'est un resto, un chantier ou autre, ça peut signifier la fermeture, hein. Ça peut signifier que le business est terminé, en fait, hein. D'accord. Et puis, ils ont éliminé, ça c'est depuis 2012, ce système qui permettait aux étudiants de travailler après leurs études. Là, il n'y a pas moyen de travailler après ses études. Là, à la fin des études, au revoir, hein, c'est fini. Donc, juste pour vous dire, l'immigration en Angleterre, vous prenez comment dirais-je, le programme du Front National, c'est puissance 10, hein. Sérieusement, hein, c'est vraiment... D'ailleurs, je vous dis un truc, dans cette vidéo, il n'y a aucun passage qui est un conseil d'immigration ou autre. On n'a pas le droit, en Angleterre, de donner des conseils d'immigration, hein. Vous savez, je peux vous raconter ce que je veux sur le code civil, le code pénal, le code administratif. Je peux vous raconter les formalités pour n'importe quoi. Je n'ai pas le droit de vous raconter comment obtenir tel et tel visa en Angleterre. Pourtant, c'est une loi. Nul n'est censé l'ignorer, mais nul n'est censé en parler. Pourquoi ? Parce que je vais utiliser la perfidie anglaise, tout simplement parce qu'il y a des étrangers qui ont reçu de mauvais conseils, et donc ils ont rempli des dossiers qui étaient incorrects sur la base des conseils qu'ils ont reçus. Et malheureusement, nous avons été amenés à refuser leur visa. Donc pour éviter qu'ils tombent victimes, qu'ils soient victimes de mauvais conseils, on interdit de donner des conseils d'immigration. Donc par exemple, je n'ai pas le droit de faire une vidéo et dire, bon voilà, aujourd'hui je vous explique comment demander en toute légalité un visa d'étudiant en Angleterre. Je n'ai pas le droit de le faire, d'accord ? Pour le faire, il faut avoir une licence spéciale et tout ça. C'est très particulier. Ça fait partie, en fait, ça fait partie du système d'environnement hostile. Donc, voilà, mes amis. Je vous laisse. Vous savez, moi, je vais vous dire un truc. L'excès appelle l'excès. Vous savez, les excès des années 80-90 en Angleterre appellent les excès qu'il y a aujourd'hui. Moi, je suis contre l'excès. C'est pour ça que, par exemple, quand je vois des associations dites humanitaires ramener des gens en masse, les lâcher dans des pays européens et tout,
C'est un excès, c'est un excès. C'est un excès qui ignore les lois de l'immigration, qui ignore les lois du pays, qui ignore les frontières du pays. Et généralement, l'excès se paye toujours par un excès dans l'autre sens. Et j'aimerais pas voir l'excès dans l'autre sens. Mais aujourd'hui, il est en train d'être nourri par ces attitudes-là. D'accord? Donc voilà, mes amis, je vous souhaite une très bonne nuit. Et puis, si vous avez des questions sur la vidéo, posez-les toujours, hein. Mais ne me demandez pas comment obtenir un visa en Angleterre. À bientôt.